Mauvaise odeur, déodorant Sandrine Bonnaire. Le Bonnaire. Sandrine Bonnaire, un vrai parfum de cinéma. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Flasque et l'Enclume pour la première fois en vidéo. Et quelle émotion de voir vos beaux visages, mes amis. Eh ben, ça fait plaisir aussi. Merci, ça fait plaisir de se voir. Je suis amusé à un petit jeu. J'ai essayé de savoir si nous étions des Transformers, qui nous serions. Évidemment, bon, je serais Optimus Prime, mon leadership naturel, et puis aussi le fait que je parle beaucoup pour ne rien dire. Ouais, Mathias, évidemment, tu serais Mégatron, un bon gros connard comme on n'en voit plus. Ça va, ça me correspond assez bien. Sympa. Et Sylvain, normalement Sylvain, j'ai peur. Tout le monde voudrait que tu sois Bumblebee, évidemment, hein, le pote sympa et rigolo. Mais non, non, pas du tout. Tu es Jazz. Déjà, son nom indique forcément que c'est un Transformers de couleur. Et qui a un accent black, en plus. Et qui a un accent black et qui danse. Et qui, si on n'était pas sûr, évidemment, meurt à la fin du premier épisode dans les bras d'un des héros. Ouais, ça me fait énormément plaisir d'être dans un film de Michael Bay de toute façon. Et je vais commencer donc avec le film Au-delà du réel de Ken Russell. We could be screwing around with this whole genetic structure. Now, how do we stop this? I'm gonna show you this to a radiologist. Because I believe it, I want this thing stopped. The most terrifying experiment in the history of science is out of control. Au-delà du réel en français, ou Altered States en anglais, c'est-à-dire état altéré ou état modifié, qui moi est un titre, alors c'est pas le titre originel, mais c'est une traduction que je préfère, parce qu'effectivement ça fait rentrer tout de suite dans l'idée de la personnalité multiple, l'altération et des autres personnalités. Ça raconte de manière un peu plus riche, cette traduction, ce que c'est le film. C'est un film qui est sorti le 25 décembre 1980 aux États-Unis, ce qui est quand même une date assez bien choisie, puisque de Dieu, il va en être beaucoup question dans ce film. C'est un film de Ken Russell, d'après un scénario d'un scénariste qui est assez peu connu pour nous. D'ailleurs, le réalisateur aussi est assez peu connu de nous aujourd'hui, alors que les deux étaient quand même des types plutôt très cotés au début des années 80. Le scénariste, c'est Paddy Chayefsky, qui est le seul scénariste à avoir reçu 3 Oscars pour des œuvres signées en nom propre, ce qui n'est quand même pas rien. Et Ken Russell, qui est un metteur en scène qui était connu dans les années 80 un metteur en scène britannique, connu pour avoir réalisé plusieurs biopics sur des compositeurs de musique classique. Il en a fait un sur Mahler, il en a fait un sur Tchaïkovski, et juste avant de réaliser Altered States, il a réalisé la biographie du chanteur des Who, qui s'appelle Tommy, voilà, pour vous présenter un petit peu le pédigré des deux bonhommes. Donc c'est vraiment deux types qui sont des poids lourds au début des années 80, et vient compléter, quand même dans la triade, entre le réalisateur et le scénariste, le chef opérateur, le directeur de la photographie, puisqu'il s'agit de Jordan Cronenweth, qui est le chef opérateur aussi de Blade Runner, qui sera fait en 1982. Voilà, donc c'est pour vous faire un peu le pédigré des types qui ont fabriqué ce film, sauf que sur le tournage du film, il y a une ambiance de vandale entre le scénariste et le réalisateur. Pour une chose très simple, c'est que en fait, le scénariste ne veut pas du tout laisser échapper son film au réalisateur Ken Russell. Et d'ailleurs, j'ai lu que c'était une des choses qu'il demandait en fait, sur tous ses scénarios, c'est qu'il obligeait par contrat et les réalisateurs et les acteurs à ne changer aucune ligne de dialogue du film. Tout ce qui devait être écrit devait être dit. Et on va voir, c'est un des éléments qui donne sa spécificité au film, et aussi, je pense, tout son intérêt. En parlant d'écriture, Shadi Payevsky, en bon juif new-yorkais qu'il est, un peu à la manière de Woody Allen, il en fait vraiment des caisses et des caisses. Souvent, ces scénarios, ce sont des films de discours, des films verbeux, des films même, on peut dire, logoréiques, parce que le langage est un élément très important dans ces films. Et évidemment, Ken Russell, en bon réalisateur très visuel qu'il est, ne va pas s'en laisser compter et va essayer à chaque fois de tirer son épingle du jeu. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu le cadre de réalisation de ce film. Donc des grosses pointures, mais des types avec des égos tellement forts que ça chauffe sur le tournage. Le pitch, donc c'est un professeur d'université qui s'appelle Edward Jessup,
un nom, ma foi, fort peu commun, qui décide de mener des expériences sur différents états de conscience, et pour ça, il utilise des caissons de privation sensorielle. Voulant aller plus loin dans ses expériences, il va prendre un certain nombre de produits psychotropes qui vont lui permettre de renouer avec l'origine de l'être humain. Évidemment, faisant ceci, il s'isole de plus en plus de ses proches et il prend le risque de tomber dans la folie. Vous vous en doutez, le type va finir assez mal. Je trouve ça bien que tu aies fait cette introduction sur le fait que c'était une réunion de talents qui aurait dû probablement coller. En fait, je pense que probablement pratiquement 20 ans avant, non, je dirais 15 ans, ils nous ont fait un dernier Samaritain avant. Vous n'allez pas cafeter surtout. Toi, tu la fermes, Duglan. C'est moi, Duglan, lui, c'est Trouduc. C'est-à-dire que tu réunis tous les talents, mais ça a visiblement moyennement marché, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas du tout accroché au film. Je ne nie pas le fait qu'il y ait du talent à la photo, qu'il y ait du talent au scénario. Je pense que séparément, il y avait des tas de choses plutôt intéressantes sur la construction du film. C'est juste que pour moi, il y a des moments où la réalisation est en décalage avec la manière dont les dialogues sont écrits ou ce qui est censé être passé comme émotion dans une scène, ou parfois c'est peut-être c'est le côté visuel. Après, les effets spéciaux qu'ils ont utilisés en 80, bon, évidemment, tout vieillit, mais il y a des films qui ont été faits un peu avant ou à peu près à la même époque. Bon, t'en as parlé, Blade Runner ou même Alien, qui ont mieux vieilli. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas en totale maîtrise de ce qu'ils ont fait. Et alors après, c'est peut-être moi, mais je suis passé complètement à côté du truc. Alors, la première partie, elle est assez lente. Il y a du contemplatif. Il y a des jolies choses sur la photo. Il y a le côté un peu cuivré, brique. Ça m'a fait penser un peu à un moment donné au début de Caro et Jeunet, quand ça bossait un peu là-dessus. Oui, dans les verts et or, quoi. Même la manière dont il montre le caisson, etc. Je trouve qu'il y a des choses qui sont plutôt bien faites là-dessus. Par contre, à partir du moment où le film part au voyage au Mexique avec les trips psychédéliques, etc., où tu commences à avoir vachement plus d'effets spéciaux, là, je dois complètement avouer que j'ai lâché, quoi. Et évidemment, on parlera peut-être un jour de cette fameuse scène de babouin. Là, c'est... On risque, évidemment, il va falloir y passer. Et là, je dois t'avouer que j'ai complètement lâché. Après, le problème que j'ai avec ce genre de film, c'est que j'ai l'impression que depuis Frankenstein, ça tourne un peu en rond, le mythe du scientifique qui pense qu'il arrivera alors que tout le monde lui dit fais attention à ce que tu fais et ta vie personnelle va en pâtir, et le mec est toujours têtu contre le monde entier pour finalement découvrir le truc qui le fera rentrer dans la postérité. Enfin bon, c'est jamais très original, mais c'est l'amour qui nous sauve. Voilà. Et le problème, c'est que c'est jamais très original. D'accord, c'est un peu con. Oui, c'est un peu con. Et donc, ouais, j'ai eu un peu, ouais. Voilà, exactement. Tu ne crois pas si bien dire. Et donc voilà. Et puis après, quand on arrive sur la fin, t'as l'impression qu'à la fin, ils ont essayé de tout rentrer dans un moment un peu, tu vois, il y a plein de choses qui arrivent en très peu de temps pour finir le film. Enfin, ça se rapprochait de Lucie, hein, mais bon, c'est pas, voilà, pour citer les grands cinéastes. On aime tous Luc Besson ici, il faut quand même le dire. Mais bien évidemment. Oui. Non, mais on est tous les trois allés voir son dernier film, ce que peu de gens en France dans le monde ont fait. Une matrioshka, c'est une poupée. Une poupée russe. D'ailleurs, Luc, on t'aime très fort si tu veux venir, bien sûr, dans nos chambres. Évidemment, Luc, tu es le bienvenu sur La Flasque et l'Enclume. Il y a de la volonté, ça c'est presque un peu touchant comme film, parce que tu sens qu'il y a une volonté de vouloir faire quelque chose qui sortait un peu des sentiers battus. Juste pour moi, c'est complètement raté, quoi. Moi, je trouve que d'abord, c'est un très bon choix pour La Flasque et l'Enclume. Un film auquel on s'attend pas faire forcément, un film que j'aurais pas vu probablement si on n'avait pas fait La Flasque et l'Enclume, et un film sur lequel il y a des choses à dire, quoi. J'ai trouvé ça chouette. Je suis pas forcément fan du film, mais en tout cas, je suis content de l'avoir vu. Alors ensuite, il y a des choses que j'ai aimées dans ce film. D'abord, j'ai assez bien aimé la réalisation. Je trouvais que c'était plutôt bien fait. Il y a des bons effets, c'est une réalisation assez simple, en dehors des effets spéciaux et de toute la partie psychédélique, mais sinon la réalisation est assez simple et efficace. Tu parlais des dialogues au début, je trouve que les dialogues sont vachement chouettes, il y a plein de punchlines dedans, donc c'est assez drôle, quoi, parce que ça mélange effectivement ce monde un petit peu punchlinesque avec cet univers de prof d'université. Il y a un petit côté un peu comique là-dedans, quoi, avec cet universitaire qui veut faire un peu n'importe quoi, son chef qui est là et qui essaye de l'empêcher et qui finalement revient toujours à
à l'aider ou à le sortir de la panade et puis à revenir dans cette expérience. J'en ai noté une de punchline. Il leur dit, ce chef là justement, il leur dit allez vous taper votre hamburger, moi aussi j'ai une fille à sauter et je suis en retard. Tu vois. Donc c'est ce genre de truc, moi ça m'a fait marrer et j'ai trouvé que le contraste entre l'histoire que ça racontait et le dialogue était plutôt... Enfin, c'est quand même là qu'on voit que t'as l'esprit vraiment mal tourné parce que arriver à retenir ce type de phrase dans ce film-là, moi, moi aussi, elle est passée à l'as. Mais tant mieux. Mais j'ai retenu ça, en fait, c'est juste que je l'ai noté, hein. Je l'ai pas retenu par cœur, hein, qu'on soit bien clair. Après, il y a la partie effet. Alors au début, je me suis dit, c'est assez ringard, tout ça, tout en ayant bien conscience que c'est un film qui a été fait dans les années 80. Et puis en fait, au fil du film, et même à la fin, parce qu'il y a un peu une explosion d'effets à la fin, je les ai trouvés pas si mal que ça, ces effets, surtout pour l'époque. Voilà, il y avait une façon d'explorer un petit côté expérimental et qui était pas nul et qui était surtout pas ennuyeux parce que c'est un petit peu on va dire l'écueil dans lequel on peut tomber quand on veut mettre un petit peu de l'expérimental, des effets comme ça, c'est de faire du grand n'importe quoi et que ça devienne chiant. Je vise personne, mais voilà, Terrence Malick, si tu nous écoutes. Oh, ça c'est méchant. Non, voilà, mais c'est vrai. Comme ça, c'est placé. Comment après... Tree of Life, quoi, c'est imbitable, c'est possible. Ouais, on est d'accord. C'est horrible. Après, il y a deux trucs qui m'ont quand même bien embêté dans ce film. C'est d'abord, j'arrive pas à comprendre ce que ça raconte vraiment sur ces états primitifs, sur ce lien entre la drogue et l'état primitif qu'on va chercher en nous et qui pourrait ressortir avec des expériences comme ça de privation sensorielle. T'inquiète, j'arrive. J'ai eu beau chercher, je me suis creusé la tête et je me suis dit, vraiment, je vois pas qu'est-ce que ça raconte là-dessus. Je pars du principe que c'est pas juste... que ça doit raconter un truc. Oui, que ça doit raconter un truc et que c'est pas juste la fin, en fait, c'est l'amour qui le sauve d'un truc. Voilà, moi j'ai parti du principe que c'était un peu plus intelligent que ça. J'ai pas réussi à bien comprendre ce que le film voulait dire sur... ce lien entre la privation sensorielle, les états altérés de la conscience et le côté primitif de l'homme. D'ailleurs, pourquoi le primitif, ça renvoie au singe? Parce qu'on pourrait remonter beaucoup plus loin. Pourquoi ça renvoie pas au poisson, au tétard? Enfin, tu vois, voilà, on peut... Et ça, je trouve que le film donne pas de clé là-dessus. L'autre problème que j'ai eu avec ce film, c'est les personnages. Et c'est un petit peu la même chose. Je comprends pas très bien comment sont travaillés les personnages, ce qu'ils veulent dire, quel est leur rôle. Je suis d'accord. Le mec... Alors d'accord, une fois qu'on a compris qu'il était dans son obsession et qu'il voulait aller plus loin, ça s'arrête un peu là, à part qu'il a un côté un peu génie, isolé, voilà. Et la nana, elle est très amoureuse de lui, d'accord. Une fois qu'on a dit ça, voilà, il y a le chef là, il y a leur chef qui est un petit peu plus rigolo justement parce que j'aime bien ce côté où il vient toujours essayer de les sortir de l'expérience et finalement il y revient toujours. Mais je trouve que les personnages, il manque un petit peu de travail sur leur personnalité. Ce qui est un peu dommage parce que justement, là, j'ai trouvé les dialogues parallèlement à ça assez fun, assez bien écrits, mais qui dévoilent rien sur les personnages. Mais parce que je pense que sur l'écriture, il s'est vachement... Enfin, après, on peut peut-être passer à côté, mais je pense qu'il était plus intéressé par son sujet que par ses personnages, quoi. Le problème, c'est que c'est à travers eux que tu t'intéresses ou pas au sujet, sauf si tu t'intéresses véritablement à ce sujet-là en tant que recherche de thèse ou ce que tu veux, quoi. Et ce qui veut dire que derrière, si t'as pas d'empathie moi, j'ai aucune empathie pour aucun des personnages. Vraiment, c'est-à-dire que lui, je le trouve, enfin, tu vois, genre le scientifique. Je t'ai dit, le docteur Frankenstein lambda que t'as dans le cinéma, quoi. C'est-à-dire que il est pas complètement méchant, il a ses fêlures. Enfin, il y a rien d'original dans le personnage, quoi. C'est pas non plus joué de manière révolutionnaire. Le personnage féminin, c'est un faire-valoir. Point. Ça sert à rien d'autre, quoi. Et pas donc, d'accord. Résultat. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, j'ai pas accroché au personnage et comme le sujet est pas forcément un truc qui m'intéresse à la base, je trouve que visuellement, c'est pas forcément mauvais pour le résultat. Mais après, je t'ai dit, moi, c'est peut-être moi, mais je suis passé à côté du truc, quoi. Je vais d'abord revenir sur qu'est-ce que ça raconte, parce que pour moi, c'est un film, je dirais pas essentiel, mais c'est un film intéressant parce que finalement, je vais utiliser des mots un peu gros, mais c'est un film métaphysique. Et finalement, des films métaphysiques, il y en a assez peu, et
c'est vrai que souvent ça passe par la question du langage et par la question effectivement du discours. J'utilisais le mot logoréique au début du podcast, c'est pour dire vraiment le fait de parler, le fait d'essayer de connaître les choses par la langue, par le langage, par le mot, ça c'est quelque chose d'assez essentiel dans le film, comme c'est essentiel aussi dans la philosophie ou dans la métaphysique. C'est un film donc je pense vraiment qui veut marcher dans ces empreintes-là et essayer de comprendre ce que c'est que la condition humaine. Mais aussi dans son rapport avec Dieu. Et là-dessus, c'est un film aussi qui est donc produit aux États-Unis, qui est un pays dans lequel la question de Dieu est une question cardinale. Cette réflexion-là, elle vient pas à n'importe quel moment, quoi. Elle vient dans l'Occident à un moment où, je dirais, après 400, 500 ans de réflexion scientifique et philosophique, on est arrivé à la fin du 19e siècle avec des proclamations comme l'a fait Nietzsche, que Dieu était mort et que donc maintenant on allait vivre sans Dieu, quoi. Et la science a pris le relais de la croyance, le relais de la foi. Et je pense que ce film, c'est là-dedans qu'il s'inscrit. C'est-à-dire, est-ce que par la science, on peut arriver à trouver une réponse que la foi, avant qu'on proclame que Dieu était mort, nous permettait d'acquérir. C'est-à-dire que la foi, on s'abandonnait complètement à la question de la divinité, et donc on était rassuré sur ce que c'est que notre condition humaine, parce que finalement, on n'avait pas à se questionner sur ça. Une fois que la composante de Dieu dans la réflexion de l'homme sur sa condition est évacuée, il reste qu'un truc sur lequel on peut se compter pour essayer de résoudre le mystère, c'est la science. Et c'est exactement le projet du personnage principal, Edward Jessup. Et d'ailleurs, si on regarde bien son parcours dans le film, en fait, il a un rapport très étroit à la religion, où il se détache peu à peu de la religion. Il explique qu'il a arrêté de croire quand son père est mort. On voit la façon dont il est habillé au départ. Il est habillé avec un col Mao et une espèce de petite pas de cravate, mais un col Mao qui fait comme un habit de prêtre. Et au fur et à mesure, en fait, il se dépouille de sa croyance, de sa foi, pour aller dans une tentative de résolution de ce qui l'obsède, c'est-à-dire d'où vient-on, par la science. Et évidemment, donc, quand on parle de films métaphysiques et de recherche des origines, il y a un monument auquel on est obligé de se confronter, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Et vous avez parlé du caisson de privation sensorielle qu'il y a dans le film, dans Altered States, et vous avez vu qu'il y avait deux caissons en fait. Un premier qui donne des plans assez chouettes sur l'extérieur avec le bleu, etc. Et le deuxième qui est un espèce de coffre noir. Et pour moi, ce coffre noir, vraiment, il entretient le même rapport à la question de la connaissance que le monolithe qu'on a dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Sauf que, à la différence, c'est que là, l'homme pénètre à l'intérieur de ce monolithe-là pour essayer de se connaître lui-même. Et effectivement, quand il est dans cette tentative de connaissance de lui-même, la seule chose qui peut en résulter, c'est une explosion. Parce que le savoir auquel il va faire face est un savoir qui le dépasse très largement. Ensuite, donc juste pour dire, voilà, je parlais tout à l'heure, parce que pour moi c'est un truc, c'est essentiel, je parlais de la question du jargon et de la question du langage, parce qu'effectivement, une fois qu'on a abandonné et qu'on a évacué la question de Dieu pour comprendre le monde, on est dans une espèce de vide, et il y a d'autres auteurs qui ont essayé de combler ce vide pour essayer de comprendre le monde, comment il fonctionnait. Moi, il y a des auteurs qui me plaisent particulièrement, c'est pour ça que j'ai choisi ce film aussi, parce que pour moi il résonne pour ça. Il y a un auteur comme Kafka, il y a un auteur comme Lovecraft, qui vont déployer des trésors de langage pour essayer de comprendre le monde auquel ils font face, mais ce monde leur résiste. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans Altered States, et en plus, je trouve que c'est exactement ce qui se passe dans la mise en scène, parce que alterne des passages de recherche scientifique, dans lesquels c'est des cadres très fixes, avec beaucoup de lignes droites, des cadres très symétriques, très posés, de la même manière que le langage scientifique est un langage qui essaye de décoder les choses avec beaucoup de logique, de rationalité. Or, il se trouve que cette rationalité, quand tu cherches des choses qui échappent à l'instrument de mesure, c'est-à-dire notre propre corps, forcément, elle vole en morceaux. Et ça, c'est ce que propose Ken Russell dans sa mise en image. Tu parlais de la question des visions, Mathias. Il y a un travail dans les visions qui est vraiment très fin, parce que la première vision qu'il a, c'est une sorte de jardin d'Éden avec un Adam et Ève très années 70. C'est vraiment, on a l'impression de se retrouver dans un clip des Beatles. Sauf qu'au fur et à mesure, en fait, des visions, ça va peu à peu se dépouiller. Alors, on va passer par l'étape du babouin, qui effectivement est assez risible. Et pour moi, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que là où le film échoue d'une certaine manière, c'est qu'à vouloir trop en montrer, contrairement à ce que faisait un film comme 2001, à vouloir trop en montrer, tu prends le risque d'être kitsch. Et en fait, c'est un peu une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que tu dis, en fait, on peut pas montrer l'invisible, mais on va vous le montrer quand même. Et finalement, quand on vous le montre, ça marche pas forcément. C'est pas radio-subtilité, quoi. Non, mais tu es d'accord que t'as parlé de Kafka, de Lovecraft, et moi, souvent dans le fantastique, en fait, ou quand on parle un peu du mythe du monstre, on en a parlé
un précédent Flasque et l'Enclume. Ce qui est intéressant, c'est que par effet de contraste, c'est ce que ça dit sur l'homme, sur la condition humaine, sur qui on est. Je ne sais pas si je prends un film comme La Mouche, par exemple, avec une sorte de transformation un peu progressive comme ça. C'est ça, quoi. Finalement, c'est intéressant pour ce que ça dit sur nous, plus que pour ce que ça dit sur La Mouche, quoi. Et là, je n'arrive pas à comprendre ce que ça dit sur nous, cette espèce de transformation qui est certes visuelle, qui peut être sympa à plein d'égards, du point de vue des effets. Probablement en 80, c'était un peu ouf de faire ce genre d'effet. Mais j'arrive pas très bien à comprendre ce que ça raconte sur la condition humaine. Moi, je trouve que dans les motifs de la mise en scène, sincèrement, entre les visions, c'est-à-dire les mondes internes et la recherche, le monde scientifique, ben, ça se pose vraiment là, quoi. Il y a vraiment une recherche formelle qui est très forte et je trouve qu'il mérite plus que le coup d'œil parce que, comme je te le dis, pour moi, cette recherche formelle, elle a un sens précis avec ce que le film entend raconter, c'est-à-dire l'incapacité du langage et des obsessions humaines à un moment donné à décoder le monde qui l'entoure et donc le renoncement auquel il t'appelle, quoi, d'une certaine mesure. Je suis beaucoup plus attiré par la manière dont le récit est fait dans La Mouche que dans celui-là, tu vois. Et même si je dois pousser en poussant jusqu'au bout, le Frankenstein de Kenneth Branagh est beaucoup mieux fait sur ce que tu as à résoudre en tant que personne avant d'être ou un scientifique ou un homme accompli. C'est vachement mieux fait, même si c'est peut-être plus grandiloquent que... En fait, je pense que le matériau de base, comme je te disais au début, est plutôt intéressant. Juste, je trouve pas que ce soit filmé de manière extraordinaire. En fait, je pense que le réalisateur, enfin, je peux me tromper, mais je pense qu'il aimait pas le sujet qu'il a filmé, quoi. Parce que C'est pas impossible. Et oui, mais le problème, c'est que si t'aimes pas vraiment ce que tu filmes, pour transmettre des émotions au spectateur, c'est compliqué, quoi. Après, moi, ce que j'ai lu sur Ken Russell, c'est qu'il avait un peu l'habitude de faire scandale avec ses films, avec ses documentaires. Notamment, visiblement, il a fait un documentaire sur Strauss disant que c'était un nazi. Et il n'a pas pu le sortir, ce documentaire. Enfin, il est finalement sorti en 2019 parce que la famille avait bloqué tout ça. Et peut-être qu'à force de prendre l'habitude de faire scandale, peut-être qu'il s'est un peu enfermé dans ce personnage-là et qu'il a essayé de faire scandale, peut-être par le biais de ce que tu dis, en essayant de dézinguer la religion parce que c'était une production américaine. Et peut-être qu'à trop chercher le scandale, il a un petit peu oublié de faire un film. Peut-être. Oh, putain. Non, mais regarde, moi, tu vois, on plaisante avec cette histoire du babouin, tu vois. Mais la manière dont la scène du babouin est filmée et jouée, franchement, enfin, ça m'a sorti du film complètement. Je suis d'accord. Cette scène, elle est ni fait ni à faire, quoi. Donc dans ces cas-là, coupe-la au montage, si elle est pas à faire, débrouille. Oui, tu vois, je veux dire, là-dessus, il a raison. Laissez une scène, histoire de dire, c'est moi qui l'ai fait. Regardez, c'est ma scène, tu vois. Je pense que sincèrement, quand tu mates ce type de film que moi je trouve être un film cool, tu vois aussi pourquoi des films comme 2001 sont des grands films à côté. Parce que justement, à un moment donné, quand tu cèdes à la volonté de trop montrer les choses, eh ben ça devient moche. Et donc si ça devient moche, plus personne n'accroche. Et puis voilà, quoi. On pourrait en faire un slogan, presque. Si ça devient moche, plus personne n'accroche. Enfin, arrête de nous donner des films que tu vois quand t'es pas à jeun, quoi. Ça commence à m'inquiéter sérieusement pour toi, quoi. Sylvain, est-ce que tu recommandes ce film ? Non. Non. Ok, non. Pas plus de développement que ça. Moi, je vais... est-ce que je recommande ce film ou pas ? Ouais, si vous aimez les films avec... T'as envie de recommander, je te vois. Si vous aimez les films avec des délires psychédéliques... Faut y aller, on dit oui ou non, tu vois. Prends des risques, quoi. Non, mais si vous aimez les délires psychédéliques, et ça reste intéressant à voir après... en termes de divertissement, c'est un peu limité quand même. Donc je vais dire de pas loin, mais je vais dire non, quand même. Moi je dirais, s'il vous arrive de lire des livres, ce qui n'est pas le cas de mes deux comparses en face de moi, évidemment, ouais. Vous aimeriez regarder ce que ça peut donner effectivement une sorte d'essai philosophique sur grand écran, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Et donc, je pense que oui, ça mérite vraiment le coup d'œil, quoi. Voilà. Il est peut-être temps de dire au revoir à nos spectateurs de La Flasque et l'Enclume. Tout à fait. Et oui, pour ceux qui sont encore en vie à la fin de cet épisode. Oui. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de nous donner plein d'amour, plein de pouces en l'air. Voilà. Et les ribs encore, parce que la dernière fois on l'avait mentionné, mais personne ne l'a fait. Voilà. N'hésitez pas à donner vos ribs. Et n'oubliez pas de lire des livres, visiblement.